Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Connect 54 intitulé « Comment les startups africaines ont-elles bénéficié des impacts positifs de la pandémie de Covid-19 ?» Vaste sujet s'il en est. Alors on connaît les impacts négatifs de la pandémie sur un certain nombre de secteurs d'activité, comme la logistique en particulier. Mais aujourd'hui, nous nous pencherons sur les impacts positifs produits sur différents secteurs, comme l'éducation, la santé ou encore les énergies. Et pour en parler au cours des 54 prochaines minutes, j'ai le plaisir d'accueillir M. Adnan Ben Alima, qui est le vice-président des relations publiques de Huawei Nordem Africa en charge de la région Méditerranée. Bonjour M. Ben Alima, vous êtes avec nous en direct depuis la Tunisie. Bonjour Marie-France, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je suis en Tunisie. Bonjour, merci de votre présence. Je suis également avec Stéphane Héloïse Gras, qui est la directrice exécutive de Digital Africa et que l'on connaît bien en France puisque c'est Madame Tech qui crée des liens, des ponts entre les écosystèmes tech africains et français. Bonjour Stéphane Héloïse. Bonjour Marie-France, merci beaucoup pour cette invitation, également depuis Tunis. Je me réjouis de vous rejoindre aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'accueille également Monsieur Hosni Zawali. Alors Monsieur Zawali, il est le fondateur de la start-up Adaptica, qui est spécialiste de l'enseignement dématérialisé et qui est avec nous aujourd'hui depuis l'Amérique du Nord. Merci Monsieur Zawali d'être avec nous aujourd'hui présent. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci. Et enfin, j'accueille Monsieur Guy Camguin, qui est le fondateur et CEO de la start-up Star News, qui est spécialiste du contenu vidéo du streaming et qui est avec nous depuis Los Angeles, qui a fait un effort pour se réveiller très tôt aujourd'hui pour être parmi nous. Merci Guy d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci Marie-France. Bon, pas si tôt que ça. Hein. Quand je vous ai rejoint, j'avais déjà pris mon café. Mais oui, je suis basé à Los Angeles, effectivement. Bienvenue. Alors, pour commencer, je vous propose de faire un petit point avec notre partenaire du jour, Huawei, en la personne de Monsieur Ben Alima. Alors, Monsieur Ben Alima, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir de quelle façon le groupe Huawei a traversé cette crise dans la région du nord de l'Afrique, puisque c'est le périmètre qui vous intéresse. Et ensuite, nous verrons dans quelle mesure le groupe qui est présent depuis 1997 sur le continent a accompagné les startups africaines tout au long de la pandémie. Monsieur Ben Alima, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie-France. Alors, par rapport à la gestion de la pandémie, nous, on l'a vécu en deux phases, parce que la pandémie, elle a commencé en Chine bien avant donc le reste du monde. Donc, du coup, notre chaîne d'approvisionnement a été impactée par les débuts en Chine. Ensuite, on l'a vécu sur place, donc bien sûr dans notre région, en Afrique du Nord. Ensuite, ce qu'on a vécu, c'est qu'on l'a vécu aussi selon deux angles de vue. Le premier, c'est en tant que société, qu'on a pu gérer donc, la gestion de notre staff, la gestion de notre travail, l'approvisionnement de bout en bout, etc. Mais aussi la gestion d'une forte demande sur les infrastructures d'éthique par rapport à nos clients. Parce que notre activité, nous, on est fournisseurs d'infrastructures. Et pendant la pandémie et pendant les confinements successifs, il y a eu une très forte sollicitation des réseaux de télécommunications dans le monde. Et notamment en Afrique du Nord, on a vu une augmentation du trafic Internet qui varie entre 30% et même 100% dans certains pays. Donc, du coup, on a été sollicité pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande, à cette augmentation de trafic, pour augmenter les capacités et maintenir la disponibilité des réseaux chez nos clients. Donc, c'était vraiment notre challenge principal, c'est d'assurer la continuité du service et surtout la disponibilité et la qualité du service proposé. Chose qu'on a, je pense, après un certain recul, réussi à faire, puisqu'on a vraiment fait face à cette augmentation de trafic et on a pu fournir donc le service, que ce soit Internet ou télécommunications, chez les citoyens qui ont pu être en contact entre eux pendant les confinements successifs. Et je pense que c'était pas facile parce que c'était une chaîne de bout en bout, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y avait l'approvisionnement, la logistique, il y avait les déplacements sur site, il y avait
la gestion donc, des autorisations, des accès en temps de Covid avec les autorisations nécessaires, etc. Mais c'était vraiment un beau challenge qu'on a réussi effectivement donc, à assurer. Très bien, alors on comprend que Huawei a tenu contre vents et marées pendant cette période très particulière. Je vous remercie pour cette première intervention. Stéphane Héloïse Gras, j'aimerais avec vous aborder de façon assez transversale de quelle façon les startups africaines ont été impactées au plus fort de cette pandémie, puisque vous êtes responsable, vous êtes directrice exécutive de Digital Africa et vous avez ce regard sur tout l'écosystème tech africain. Quelles sont vos principales observations à ce jour ? Merci Marie-France. Alors, nous, ce qu'on a pu observer chez Digital Africa, et ça a été d'ailleurs une vraie leçon aussi pour Digital Africa, de s'adapter à la pandémie et à la nécessaire accélération numérique qu'elle a provoquée pour les startups sur le continent. C'est que certaines startups ont clairement pu renforcer, booster leur activité à la faveur de la pandémie, voire continuer à lever des fonds, mais ça s'est fait de manière très inégalitaire. Parce que ça a aussi renforcé, j'ai envie de dire, les inégalités structurelles en termes d'accès au financement, en termes de compétences, en termes d'accès aux infrastructures, comme le disait Monsieur Ben Alima tout à l'heure. Et donc, pour Digital Africa, nous, ce qu'on a observé, c'est une contraction du marché de l'investissement avec moins de fonds disponibles pour investir dans les startups pendant une période, notamment au début. En fait, on a senti un mouvement de contraction, une concentration des investisseurs sur j'ai envie de dire, les usual suspects, les grands pays qui attirent déjà beaucoup de capitaux, mais en même temps qu'un appel d'air pour certains écosystèmes, notamment en Afrique francophone, qui ont commencé à avoir quelques beaux succès, belles exits. Donc, on a observé que, notamment dans le secteur des fintech, ça a été un véritable accélérateur en termes de levée de fonds. Il y a eu cette belle histoire du rachat de Paystack par Stripe en 2020. Il y a eu également la levée de Wave au Sénégal de 200 millions en série A là récemment en septembre 2021. Donc, on voit que la pandémie a été à la fois un accélérateur d'opportunités en même temps que des inégalités structurelles. Et du coup, pour Digital Africa, j'ai envie de dire que ça a été un enseignement aussi pour nous sur comment, dans notre mission, qui est d'accompagner les entrepreneurs tech du continent dans leur capacité à concevoir et passer à l'échelle des innovations de rupture au service de l'économie réelle, qui ont été vraiment les innovations numériques qu'on a vu s'accélérer dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des fintech, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ça a été d'apprendre aussi, de s'inspirer de cette résilience et de cette situation et de cette créativité des startups pour adapter aussi un peu plus notre modèle, devenir plus agile en numérisant au maximum nos activités. On a proposé des activités de formation 100% en ligne avec notre campus. On a formé plus de 2000 entrepreneurs sur le courant de l'été 2020. On a voulu mettre en avant et décrypter en fait ces startups et les conditions clés de leur résilience et de leur scalabilité, de leur passage à l'échelle. On a lancé un média qui s'appelle Resilient Digital Africa. Et puis, on s'est concentré à la fois sur des outils financiers et des outils non financiers pour mieux accompagner, mieux préparer le passage à l'échelle, parce que ce qui est sûr, c'est que la tech en Afrique, aujourd'hui, avec la pandémie, est clairement confrontée plus que jamais à ce besoin et à cette nécessité de rester rivée sur l'accélération et le passage à l'échelle. Héloïse. Alors, vous évoquiez à l'instant le secteur de l'éducation, ce qui m'amène à me tourner immédiatement vers Hosni Zouali. Vous êtes, si l'on peut dire, l'un des grands gagnants, toute proportion gardée, pendant cette crise sanitaire, puisque vous avez vu vos activités se renforcer. Peut-être en 2 mots, pourriez-vous nous présenter déjà Adaptica, qu'on connaît encore assez mal ici en France, mais qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelque temps, Hosni. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Digital Africa qui fait un travail exceptionnel autant au niveau de l'éducation que de l'entrepreneuriat. Et Adaptica, eh bien, c'est un campus de réalité virtuelle où tous les étudiants, tous les enseignants, tous les participants ont des avatars et ils peuvent interagir entre eux avec un petit peu qui que ce soit. L'idée de départ, on a créé ça bien sûr avant la crise de la Covid,
c'était de remédier à l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. On savait que d'ici 2030, 600 à 800 millions de personnes allaient perdre leur emploi. On s'est dit, il va absolument falloir créer d'autres systèmes de simulation pour reformer tous ces gens-là aux emplois, au boulot de demain. Et puis, à l'époque, on nous prenait un petit peu pour des idiots. On créait ces campus de réalité virtuelle, de simulation, et tout le monde nous disait, ouais, c'est bien, votre jeu vidéo, super. Covid arrive, on nous dit, ah, bah tiens, ça tombe bien, votre truc. Et là, il y a encore 3 semaines, Mark Zuckerberg de Facebook qui annonce que lui-même va créer donc Meta, qui là, donc, tout d'un coup, met notre compagnie Adaptica au centre de tous ces changements. L'idée, c'est qu'il y a eu un énorme changement, même au niveau du corps enseignant et puis des administrateurs scolaires, hein. C'est-à-dire autant au niveau des universités, autant au niveau des incubateurs, autant au niveau de l'école primaire, secondaire. Moi, j'avais des collègues à l'université qui me disaient « Il faudra me passer sur le corps si vous voulez me voir enseigner en ligne ». Et du jour au lendemain, Covid est arrivé et ils sont arrivés vers moi, ils se sont dit « Osni, alors on utilise Zoom ou bien une plateforme de réalité virtuelle comme Adaptica ?» Et ça, c'était assez marrant à voir quand même, ce changement radical de culture que j'ai jamais encore, auquel j'ai jamais encore témoigné, un truc assez rapide comme ça. Donc effectivement, le monde a changé. Adaptica en a beaucoup profité. On espère pouvoir rendre l'appareil à tous ceux qui nous ont aidés. Aujourd'hui, bien sûr, on a des universités, des incubateurs comme clients, des conférences un peu partout dans le monde. Et puis on essaye, en tout cas, on veut faire partie du futur de l'interaction humaine en ligne. Voilà. Apparemment, c'est bien parti hein, pour vous êtes déjà dans l'aventure et dans l'histoire, la nouvelle histoire qui s'écrit. Alors, Guy Camguin, je vais me tourner vers vous parce que vous aussi, vous avez profité de cette période tout à fait particulière pour renforcer vos activités. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, vous avez réalisé une levée de fonds de, si je ne m'abuse, 1,8 million de dollars, dont 1 million d'ailleurs auprès de IEP, Investment and Partners, le fonds d'investissement à impact sur l'Afrique qu'on connaît bien ici en France. De quelle façon la pandémie a-t-elle boosté vos activités sur le continent, Guy Camguin? Wow, on a eu beaucoup de bonnes choses en fait pendant la pandémie, heureusement. C'était pas le cas pour beaucoup de gens. En fait, bon, on a des bureaux dans quatre pays aujourd'hui. J'ai à peu près une vingtaine de collaborateurs sur le continent. Et on est vraiment notre objectif, c'est de créer des opportunités de income, de revenus aux créateurs de contenu en Afrique. Et pendant la pandémie, on s'est rendu compte que, par exemple, sur notre plateforme, donc on a plus de 3 millions d'abonnés aujourd'hui, mais le but recherché, c'est de pouvoir monétiser le contenu des créateurs africains. Et beaucoup de nos créateurs sont des artistes. Et c'était intéressant pendant la pandémie de se rendre compte que, par exemple, on a un deal avec Sony Music. Et pendant la pandémie, les artistes ne pouvaient plus performer. Donc, ils avaient besoin de continuer à gagner de l'argent. Et ils se sont tournés vers nous, beaucoup d'artistes se sont tournés vers nous. Parce que grâce à notre plateforme, ils étaient capables de monétiser leur contenu. Donc, c'est un des succès qu'on peut dire qu'on a réussi à avoir lors de cette pandémie. Beaucoup de créateurs de contenu se sont rendus compte des possibilités du digital, en fait. Même certains créateurs qui ne comprenaient pas trop comment on fonctionnait ont tout de suite compris que je suis à la maison. Il me faut une plateforme qui me permette de gagner de l'argent. Et Star News est aujourd'hui... avec notre étendue dans plusieurs marchés, les deals qu'on a avec les opérateurs, ils se sont rendus compte que c'est une plateforme qui est effectivement, qui leur permet de gagner de l'argent et surtout de rester connectés à leurs fans, mais de façon réelle. On a organisé des événements toujours en respectant les conditions sanitaires. Donc, nos équipes en local ont beaucoup travaillé. La seule chose qui a été un petit peu pénible pour nous, c'est qu'en Afrique, le contact est
est la base du business. Et souvent, donc, nos partenaires sont les opérateurs mobiles, Orange, MTN et tout ça. Et ils ne pouvaient pas, ils étaient tous en télétravail. Donc, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas ce relationnel qui fait avancer les choses quand on travaille sur l'Afrique. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que le digital également donc, s'est renforcé, un peu comme disait Stéphane tout à l'heure. Et le besoin de pouvoir continuer à évoluer malgré les conditions, les nouvelles conditions, comme disait Osni, se sont développées. Donc, pour nous, c'est bien. Pour la levée de fonds également, pour revenir rapidement là-dessus, donc oui, effectivement, on a levé 1,8 million ça fait bientôt 1 an, et là, on a ouvert un nouveau round qu'on va bientôt fermer de 2,5 millions aussi. Donc, je ne sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, parce que il y a beaucoup d'argent actuellement, beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être la pandémie qui a fait que maintenant les gens sont à la maison et ils se mettent à investir un petit peu plus facilement qu'avant. Mais effectivement, je pense que la pandémie a quand même aidé au financement. Mais encore une fois, Stéphane a raison, c'était quand même assez inégalitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui ont du mal à lever, alors que je pense que leur business est solide. Bon, ça, c'est la vie. Très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur Benalima, j'aimerais vous faire réagir aux propos que nous venons d'entendre. Vous, en tant que géant de la tech sur le continent, de quelle façon vous avez accompagné les startups et selon vos observations, quels sont les secteurs qui ont été justement les plus fortement affaiblis, affectés par cette pandémie et à contrario, celles qui ont pu en bénéficier, d'après bien sûr vos observations? J'aimerais bien revenir sur des acquis fondamentaux qu'on a pu avoir pendant cette pandémie. Il y a quand même des points positifs, tout n'est pas négatif. Je pense que une des choses les plus importantes, c'est les changements de mentalité. Il y a eu vraiment un bouleversement énorme par rapport à l'usage du digital. Je peux dire qu'il y avait des tabous qui ont été enlevés tout simplement, donc comme le télétravail, comme la fourniture de certains services en ligne. Je pense que ça a été mentionné par Osni, la télééducation était vue comme étant quelque chose de rigolo avant, maintenant c'est une réalité. Et je pense que même la définition d'université dans le futur va complètement changer. Les universités ne seront plus un endroit physique, un bâtiment où il y a des profs et des étudiants, mais ce sera plutôt un lieu de rencontre virtuelle où le savoir peut être accessible à tout moment et à tout lieu. Donc, la notion même de l'apprentissage va complètement changer dans le futur. Nous, on est conscients de ça, même dans notre façon de faire des formations, que ce soit pour le staff Huawei ou pour nos clients. Elle a changé même avant le Covid, et maintenant, le Covid n'a fait qu'accélérer une tendance. Je pense qu'il y a des statistiques qui ont montré que cette pandémie nous a fait gagner à peu près 7 ans sur le continent africain par rapport à l'usage du digital. D'accord ? Donc, ce que je pense que ce qui est formidable, parce que l'usage du digital dans plusieurs secteurs de l'économie, c'est un trend inévitable. Après, c'est la vitesse avec laquelle on va y aller qui change d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Donc, au moins, selon cet angle de vue-là, l'impact sur l'Afrique était assez positif pour changer les mentalités d'abord, enlever certains tabous et convaincre finalement par des choses concrètes et par des exemples concrets comme l'éducation, comme la santé. On a aussi implémenté pendant la pandémie des use cases reliés à la santé où on a mis à disposition des outils basés sur l'intelligence artificielle qui pouvaient aider les utilisateurs à diagnostiquer le Covid un petit peu plus rapidement, bien sûr, et de traiter les patients de façon plus efficace en gérant les ressources. Les ressources, ça peut être des médecins, ça peut être des machines de scanner à distance, etc. Donc ça, c'est les acquis positifs de la pandémie par rapport à la région de l'Afrique du Nord et en Afrique de façon générale. Après, ceux qui ont vraiment tiré profit de cette pandémie, je parle des startups, c'est les startups qui ont su être agiles. Ça veut dire qu'elles ont su introduire l'outil digital comme il le faut dans leur process de fonctionnement et fournir les services
aux clients de façon digitalisée. Et bien sûr, la technologie de façon générale, si elle permet quelque chose, c'est de faire abstraction au lieu et au temps. Et ce qui ouvre un éventail d'opportunités énormes, puisque tout peut être accessible n'importe où et n'importe quand. Que ce soit du contenu, que ce soit du savoir, que ce soit des services gérés à distance, que ce soit une collaboration collective à distance, etc. Donc, les startups qui ont su être agiles et introduire le digital facilement dans leur process ont vraiment pu avoir pu bénéficier de cette pandémie. Mais d'autres startups malheureusement ne l'ont pas pu, qui étaient directement impactées par les restrictions physiques de contact entre les gens. Alors, je parlerai juste à la fin par des choses que nous, on fait depuis un petit moment et qu'on continue à faire de façon plus accélérée, c'est de comment nourrir l'écosystème d'éthique dans les pays pour pouvoir assurer ça. Parce que pour utiliser ces nouvelles technologies, il faudra avoir le capital humain nécessaire. Et surtout en Afrique, on sait que sur certains sujets, les choses ne sont pas aussi développées que dans d'autres pays. C'est pour ça que nous, on a développé pas mal de programmes éducatifs qui permettent de certifier et de former des gens sur des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle, la 5G, les big data, etc. etc. Donc ça, c'est un réservoir qui peut alimenter les startups pour continuer plus. Et bien sûr, on a aussi développé ce qu'on appelle des Innovation Centers, avec les gouvernements. C'est des lieux de rencontre où il y a des plateformes fournies par Huawei qui permettent aux chercheurs, aux startups et aux usagers, toute personne qui veut utiliser ou expérimenter des idées, peut se rencontrer, expérimenter et avancer sur certains sujets bien définis. Voilà. Très bien. Donc, on comprend que Huawei est surtout intervenu en termes de renforcement des capacités dans la région qui vous concerne, Monsieur Ben Alima. Merci pour cette intervention. Stéphane et Héloïse, je voudrais revenir avec vous sur des questions de fond. Quelles sont les nouvelles questions qui sont apparues pendant cette pandémie de Covid-19, en particulier sur le continent africain? Est-ce qu'il y a de nouvelles interrogations qui se sont posées, des nouveaux défis? Est-ce que cette pandémie a révélé de nouvelles dimensions? Oui, tout à fait. Merci Marie-France. Alors moi, je rejoins ce qui a été dit précédemment par Monsieur Ben Alima et puis par l'ensemble de mes collègues. Je pense que clairement, les questions sont apparues. Alors peut-être pas des nouvelles questions, mais en tout cas, ont renforcé la nécessité d'investir sur le capital humain et de trouver rapidement des talents formés et aptes à implémenter très vite des solutions digitales pour accélérer la numérisation de l'économie que toutes les économies africaines appelaient de leur vœu, mues par le confinement, le système cashless, la nécessité de développer du track and trace, des solutions de santé mobile, etc., etc. Donc je pense que clairement, la question qui s'est posée de manière encore plus accrue et plus évidente, je dirais, c'est comment est-ce qu'on permet aux talents tech africains de jouer le rôle moteur qu'ils doivent jouer dans le développement de l'Afrique et des économies africaines et du secteur privé africain. Et c'est une question qui va toucher à la fois des enjeux de financement, mais aussi de compétences, notamment si on réfléchit aux moyens de créer ces talents en repensant des priorités de formation et en développant beaucoup plus les compétences STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, nous, Digital Africa, nous avons lancé il y a 15 jours un programme qui s'appelle Talent for Startups. Nous avons mené tout un travail d'analyse des besoins des startups sur le continent pour identifier quels sont les métiers en tension dans les startups africaines, plutôt développeurs front, plutôt data, plutôt marketing digital, etc. Et nous lançons un programme de bourse de formation pour former ces talents et ensuite les matcher avec des startups du réseau africain, du réseau financé par le réseau Digital Africa. Et permettre en fait vraiment d'accélérer du coup cette transition et l'accès à ces compétences. Une autre question également, ce qui s'est posé, c'est comment est-ce qu'on doit innover dans les manières d'investir et de soutenir la tech en Afrique pour rendre précisément cette pandémie véritablement créatrice d'opportunités et pas juste destructrice de marché.
Et donc, nous avons innové là aussi en lançant, par exemple, un fonds de bridge, donc, parce qu'on s'est aperçu, comme je le disais tout à l'heure, que face à la contraction du marché de l'investissement, il fallait permettre à des startups qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs affichés pour des raisons de ralentissement, pour des raisons de contraction des capitaux, etc., d'avoir accès à des crédits relais leur permettant de tenir entre deux levées de fonds. Donc, nous avons financé aujourd'hui à date, en moins d'un an, 5 à 10 startups, et il y en a encore d'autres en cours sur ces fonds de crédit relais bridge en partenariat avec Proparco. Et ce point est important parce que, au-delà du dispositif, on va dire, contextuel lié à la pandémie, on s'aperçoit aussi que le financement en bridge et cette notion de pouvoir avoir des formes de crédit relais et une certaine adaptabilité dans le réseau de soutien financier qu'on peut apporter à des startups en Afrique, il est aussi structurel quelque part. C'est-à-dire que le continent, face à tous les challenges et les défis de développer un marché panafricain, on sait qu'actuellement, avec la ZLECAf, c'est 1,2 milliard de consommateurs, d'internautes potentiels pour les startups et les services numériques du continent. Donc, voilà, parmi les questions qu'on s'est posées, c'est vraiment comment est-ce que, je retiendrai ces trois-là, une dernière que je voudrais juste mentionner, qui est comment est-ce qu'on aide également les startups qui sont peut-être un petit peu moins bien dotées en compétences tech et en capitaux à digitaliser encore plus leurs services et accélérer, par exemple, via de l'accès à la data, la possibilité de créer des modèles et des services numériques, des produits, des technologies, comme ce que fait Osni avec Adaptica, ce que fait Guy sur le sujet de l'AdTech. Je pense que là, il faut aussi donc des compétences, du financement et puis des réseaux de soutien pour que les entrepreneurs entre eux puissent aussi échanger leurs pratiques, mieux connaître les conditions de succès de l'un et de l'autre entre différents points et différents endroits du continent, parce que malgré tout, il n'y a pas de meilleure école que d'apprendre par l'intermédiaire des expériences des autres et du mentorat. Voilà un petit peu les questions qu'on a vues émerger, nous, du côté Digital Africa. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, Osni, on voit bien que cette question du renforcement des compétences est au cœur du sujet. Adaptica s'intéresse particulièrement au continent africain et permet aujourd'hui aux Africains d'avoir accès à des formations de haut niveau, notamment avec la prestigieuse université de Stanford. D'où part-on et où va-t-on? Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu justement ce qui aujourd'hui est mis à travers Adaptica à disposition des Africains? Oui, absolument. Merci beaucoup, Marie-France. L'idée de départ, c'est de regarder un petit peu les statistiques et regarder un petit peu les démographies. 41% des Africains ont moins de 15 ans. Alors, ce n'est pas que Adaptica qui s'intéresse à l'Afrique, c'est tout le monde. Cependant, je tiens quand même à signaler que l'Afrique est vue un petit peu comme une énorme opportunité qui fait face à une urgence alarmante. D'un côté, si on réussit à déployer de l'éducation collaborative, et je vais y revenir dans 2 secondes, on fait fortune et on grave nos noms dans l'histoire. La deuxième option, c'est qu'on n'y arrive pas. Et si on ne fait rien par rapport à ce tsunami de la jeunesse africaine, eh bien, vous le savez comme moi, en Afrique, nous allons nous battre. On est blanc, on est noir, on est musulman, on est chrétien, on est Hutu, on est Tutsi, on va se battre pour l'eau, on va se battre pour les ressources naturelles. Ça va être un désastre. C'est donc pour ça qu'on appelle ça une énorme opportunité qui fait face à une urgence alarmante. Et voilà pourquoi est-ce que l'Afrique intéresse un petit peu tout le monde, surtout, beaucoup en tout cas, les États-Unis. Si vous pensez un petit peu à tous mes cousins qui sont en Afrique, tous mes cousins au Ghana, au Kenya, en Tunisie, en Afrique du Sud, eh bien, lorsque moi je parle avec eux, ils me disent « Nous, on adorerait marcher les rues de la Sorbonne. On adorerait marcher les rues de Stanford University. On adorerait marcher les rues du London School of Business. » Et en fin de compte, mettre des vidéos en ligne, des vidéos préenregistrées par des enseignants qu'on ne connaît pas et envoyer tout ça en Afrique, ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce qu'on est toujours isolé. Stéphane Héloïse l'a dit mieux que tout le monde. On n'apprend pas mieux qu'en collaborant avec les autres. Et voilà pourquoi est-ce que Adaptica a aujourd'hui une énorme autoroute devant elle. C'est parce qu'en ayant des avatars, tout d'un coup, tous ces étudiants africains peuvent marcher les rues de la Sorbonne, si on fait un campus de réalité virtuelle qui ressemble à celui de la Sorbonne, marcher les rues du London School of Business, et là, rencontrer Stéphane Héloïse, rencontrer Guy, échanger, parler, construire des choses ensemble. Alors que le reste de ce que l'on a aujourd'hui dans l'enseignement en ligne, ou en tout cas jusqu'au Covid, c'était beaucoup du asynchronique, avec soit du LMS où on vous envoie des vidéos à regarder quand vous voulez, ou soit du Zoom. Il faut multiplier les opportunités d'interaction entre les étudiants en ligne et les faire marcher virtuellement dans ces universités de prestige. Ça va les aider au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage collaboratif. 2, ça va ralentir le brain drain, ça va ralentir la fuite des cerveaux. Ils vont se sentir comme en étant à la Sorbonne, comme en étant à Stanford, mais ils vont utiliser toutes ces compétences chez eux pour reconstruire leur écosystème. Ça, c'est vraiment important. C'est une grande différence à faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un problème de tech, il s'agit d'un problème de design thinking, ou bien plutôt de séjour émotionnel. Il faut réellement comprendre ce qu'un Africain ou quelqu'un qui vit en Afrique vit au jour le jour. Aujourd'hui, ça fait des dizaines de milliers d'années que les humains apprennent comme ça. Ça fait des dizaines de milliers d'années que les humains apprennent en travaillant ensemble, en collaborant ensemble. Si on pense que l'enseignement en ligne ne va s'arrêter qu'avec du Zoom ou qu'avec des LMS, on se trompe complètement. Et c'est pour ça que Facebook a complètement changé d'avenue et va maintenant dans la réalité virtuelle comme nous le faisons. Et donc, c'est un petit peu là où je vais en venir. Je vais juste terminer avec une petite statistique. Seulement 8% de la jeunesse africaine s'en va faire des études supérieures. Et dans ces 8%, la plupart rêvent d'aller à Paris, Londres, Milan, Stanford, NYU, Boston. Il y a donc des questions à se poser par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on va faire pour éduquer cette jeunesse, les connecter avec les autres continents, les autres entrepreneurs, les autres écosystèmes et faire en sorte qu'ils restent pour reconstruire leur pays? Je terminerai donc avec la même chose avec laquelle j'ai commencé. L'Afrique, c'est une énorme opportunité qui fait face à une urgence alarmante. Nous quitter, Hosni, j'aimerais quand même rester encore un petit peu avec vous pour savoir comment vous avez réussi à convaincre l'université de Stanford de s'engager à vos côtés. Disons qu'il n'y a pas que l'université de Stanford, il y a plein d'autres universités comme par exemple Tecnológico de Monterrey, la plus grande université d'Amérique du Nord qui se trouve au Mexique. Et l'idée pour elle, c'est qu'ils ont vu dès le départ que pour ces universités-là, comme par exemple on prend des universités lambda, ils ont 7000 étudiants. Donc, en gros, une université, son modèle d'affaires, c'est nombre de sièges multiplié par combien on fait payer. Donc, pour des universités comme Harvard, c'est 67 000 $ l'année. 67 000 $ multiplié par 7 000, ça nous donne un chiffre. Lorsqu'on arrive avec une idée de campus virtuel où on donne l'opportunité d'avoir des interactions avec tout cet écosystème, peu importe là d'où l'on vient, ce n'est plus 7 000 étudiants, c'est 7 000 qui sont dans l'université et puis 20 000 qui sont en ligne. Et ceux qui sont en ligne, d'ailleurs, ils n'ont pas qu'à rester en ligne. Ils peuvent rester en ligne 3 semaines avec leurs avatars et interagir avec tout le monde. Et 1 semaine par mois, ils s'en vont à Harvard. C'est un petit peu là où ils ont compris que leur modèle d'affaires, ils avaient tout à gagner à avoir des campus de réalité virtuelle avec Adaptica. Ils ont compris qu'ils pouvaient multiplier le nombre de sièges, avoir un impact sur d'autres continents où les étudiants ne pouvaient pas forcément venir les voir. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on envoie un étudiant, qu'il soit africain, qu'il soit roumain, qu'il soit serbe, et que lorsqu'on l'envoie hors de son pays pour étudier, sachez qu'il n'y a qu'une petite partie qui s'en va à l'université, il n'y a qu'une partie de ce qu'il paye. La plupart s'en va dans les billets d'avion, le loyer, la nourriture, et tout ça, ça coûte, alors qu'en fin de compte, il ou elle aurait pu rester chez soi, avoir les mêmes interactions, le même apprentissage avec leurs avatars,
les mêmes multiplications d'interactions viables, mais par contre, éviter de payer tous ces frais et éviter cette fuite des cerveaux. Donc, c'était un petit peu gagnant-gagnant. Il faisait donc quelque chose de bien pour la jeunesse africaine, et également, il multipliait leurs revenus. Très bien, merci beaucoup. Guy Camguin, nous repartons à Los Angeles. Alors Guy, j'aimerais savoir avec vous, dans votre secteur d'activité, de quelle façon la pandémie a-t-elle pu profiter dans une certaine mesure au renforcement des capacités, au renforcement aussi des investissements pour tous les acteurs des industries culturelles et créatives que vous accompagnez? Oui, on a eu pas mal on s'est rendu compte de beaucoup de choses l'année dernière. Pendant la pandémie, on s'est surtout rendu compte de la nécessité d'investir plus dans les écosystèmes de création de contenu. On avait pris un petit peu comme postulat que on arrive, tout le monde plus ou moins sait créer du contenu vidéo. C'est une plateforme de streaming. Donc on se dit, streaming, ça c'est simple. Tout le monde sait le faire, et on va mettre la plateforme à la disposition des créateurs. Ils vont l'utiliser, ils vont gagner de l'argent, etc., avec notre business model avec les opérateurs. Alors, on s'est rendu, avec l'arrivée de la pandémie, beaucoup de nos partenaires, donc, parce que nous, on travaille vraiment pour les créateurs de contenu. On est une plateforme de distribution et de monétisation, mais ce qu'on appelle nos clients, si vous voulez, ce sont les créateurs de contenu africains qui ont énormément de talent, mais qui ont en général pas beaucoup de moyens. Et c'est justement là qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient, donc les fournisseurs de contenu, les créateurs, font beaucoup de choses en plus d'être créateurs de contenu. Et avec la pandémie, beaucoup d'activités se sont arrêtées. Je parlais par exemple plutôt des artistes qui ne pouvaient plus faire d'événements, mais on travaille avec des artistes, avec des comédiens, avec des sportifs, on est dans la religion, on est dans la cuisine, fashion et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, des choses aussi simples que créer du contenu, faire des vidéos, c'était pas, parfois les équipements n'étaient pas là. Les lignes éditoriales avaient du mal à se mettre en place. Donc, on a été obligé d'investir. On a renforcé nos équipes de création de contenu. Donc, on a dans chaque pays maintenant, on est entre 3 et 7 personnes par équipe. Et on aide, on crée des sessions de formation pour créer du contenu local. On donne même on offre des équipements à nos partenaires. On les encadre, on travaille avec des partenaires avec des studios pour booster en fait cette problématique de création de contenu. Et ça, je pense que c'est justement la traversée de la pandémie beaucoup de gens étaient vraiment, vous savez, ça a été très dur en Afrique parce que je peux dire que ça a été un petit peu injuste, mais bon, les statistiques après me contrediront peut-être, mais beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui leur arrivait sur le continent, que ce soit nos partenaires ou même certaines décisions étaient très brutales, et ça a été très disruptive pour beaucoup de gens. Et donc nous, heureusement, on était là pour justement avec nos nouveaux modèles économiques, nos accompagnements et surtout avec l'aide des opérateurs. Et on a vu ça donc à la sortie de la pandémie. Maintenant, tout ce travail qui a été fait en termes de création de réels partenariats on a en plus de Sony et Universal et pas mal de créateurs locaux, on a près de 200 créateurs indépendants sur notre plateforme. Donc, ça a créé beaucoup de loyauté en fait. Et aujourd'hui, le produit de nos investissements et de nos efforts commence à payer parce que on a du contenu de meilleur. Le contenu qui est créé sur notre plateforme est de très bonne qualité, il est exclusif, et on réussit à le monétiser également par d'autres moyens
par d'autres business models, quoi. Donc, ça a été pénible parce qu'on voyait vu qu'on a des équipes en local et bon, j'ai quand même réussi à me déplacer malgré tous les passes sanitaires et tout ça. Donc, je vais en Afrique, je continue à aller à peu près tous les 2 mois. Et on voyait les peines, les souffrances que les gens avaient à travailler avec nous parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait, pas très bien comment ils devaient réagir par rapport à tout ça. Ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas l'expérience et tout ça. Mais bon, c'était une période, je pense que, comme disaient mes collègues, ça a en fait aidé beaucoup de gens à comprendre l'importance du digital et l'importance de comprendre le Facebook, tout ce qui concerne le digital, le marketing digital et la connexion avec le monde digital, en fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça a créé aussi de nouvelles vocations, un petit peu par la force des choses, j'imagine. Sans doute que vous avez eu plus de sollicitations au plus fort de la pandémie. Ah oui, parce que je me rappelle, je pense que c'était Lady Ponce au Cameroun, enfin une de nos, ou Serge Benoît, je pense. Beaucoup de gens venaient le voir et disent mais comment tu fais, c'est quoi Star News et comment tu monétises et tout. Donc, le fait que nous soyons proches de nos partenaires nous a également… ils ont été un bon relais, en fait, pour expliquer aux gens que Instagram et TikTok, c'est bien gentil, mais il n'y a aucun moyen de monétiser sur ces plateformes. Alors qu'avec Star News, c'est concret, on est en local, c'est pas TikTok est en Chine, Instagram aux États-Unis. Nous, on est sur le terrain, on a des bureaux, ils peuvent venir nous rencontrer, on fait des formations et tout ça. Donc, ça nous a amené aujourd'hui, la demande pour les créateurs sur Star News est absolument incroyable, quoi. Tous les jours, on est obligé de demander aux gens d'attendre avant de pouvoir les intégrer. Donc, voilà, on lève de l'argent justement pour pouvoir faciliter le onboarding de beaucoup de célébrités locales ou de créateurs locaux. Parce que maintenant, il y a les sportifs qui viennent vers nous. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tous les influenceurs et tout ça. Donc, la demande est très forte, mais je pense que c'est justement parce que nos partenaires, pendant la dure crise de 2020, ont compris la valeur qu'on leur apportait. Très bien. Je retourne à Tunis, Monsieur Ben Alima. J'aimerais, dans une dernière partie d'émission, voir avec vous de quelle façon le groupe Huawei appréhende-t-elle l'après-Covid. Est-ce que fondamentalement, pour vous, il y aura un avant et un après Covid-19 dans vos opérations, en particulier évidemment sur votre périmètre, mais aussi de façon globale, Monsieur Ben Alima? Bien entendu, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il y a eu un grand changement par rapport à cette pandémie. Le changement le plus fondamental, c'est le changement des mentalités et le rapport avec l'utilisation du digital. Alors, pour nous, essentiellement, en tant que fournisseur d'infrastructures, j'insiste beaucoup sur le fait que on ne peut pas parler de transformation digitale ou de tous les beaux services dont on a parlé tout à l'heure, donc mes collègues en ont parlé aussi, sans avoir les bonnes infrastructures. Si je prends l'exemple du business case de Hosni, donc on fait des avatars pour l'université complètement virtualisée. Il faudra vraiment avoir de très très bonnes infrastructures pour pouvoir assurer cette réalité virtuelle. Autrement, ça ne passera pas. Aussi des technologies nouvelles qui assurent des temps de latence assez faibles pour que les choses soient le plus interactives et les plus fluides et en temps réel. Donc, les infrastructures d'éthique dans les pays, c'est quelque chose de très important et je pense que les pays, ils ont été bien sensibilisés. D'ailleurs, je pense que pendant la pandémie, c'était vraiment un stress test réel, donc par rapport à la santé des infrastructures d'éthique de chaque pays. Et pour nous, on voit vraiment une certaine réactivité. D'ailleurs, on est en train de bâtir et de construire les stratégies digitales avec les gouvernements des pays dans lesquels on travaille pour 2025-2030.
Et ces pays-là, ils ont bien saisi que ce qui va se passer dans la prochaine décennie va peut-être dessiner l'avenir de ces pays-là pendant ce siècle, pendant le 21e siècle. Et surtout que pour certains pays, il y a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre d'opportunité pour pouvoir faire bon usage des ressources. Je parlerai peut-être des pays de l'Afrique du Nord où les ressources humaines sont assez qualifiées. Il y a une abondance aussi donc, par rapport à des gens formés dans l'éthique. Je prendrai l'exemple de la Tunisie qui produit chaque année, enfin pas produit, mais qui forme chaque année entre 8 000 et 10 000 ingénieurs en TIC chaque année. Donc, pouvoir faire usage de cette ressource-là, comme étant un pays qui n'a pas d'autres ressources naturelles, ce sera vraiment extraordinaire. Donc, on voit une certaine réactivité des pays pour les stratégies dans le sens des infrastructures après Covid. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est très importante, je pense que ça n'a pas été mentionné tout à l'heure, mais il y a l'aspect cybersécurité qui devient de plus en plus important. Parce que tous ces cas d'usage dont on parle, qu'on développe virtuellement, pour pouvoir les assurer et pour pouvoir assurer cette transition du monde réel vers le monde virtuel, il faudra aussi légiférer et avoir des process clairs et surtout des process. Il y a une certaine réciprocité parce que ce qui est génial dans l'éthique aussi, c'est que il n'y a plus de frontières physiques, c'est-à-dire que les usagers et les fournisseurs de services sont un petit peu partout dans le monde et donc du coup tout le monde doit parler la même langue. C'est pour ça que la standardisation au niveau de certains sujets comme la cybersécurité et comme d'autres, c'est un truc qui est très important. Et nous, on pousse vraiment vers l'utilisation des standards comme NISAS, qui est développé par GSMA, etc., par rapport à ce sujet-là. Troisième point qu'on voit, c'est vraiment une effervescence par rapport au cas d'usage, des use cases. Donc, il y a vraiment des idées très géniales qu'on a vu naître, que ce soit dans le monde de la musique, enfin, tout ce qui est artistique de façon générale, la culture. Il y a des initiatives, par exemple, là, avec le ministère du Tourisme, on essaie de développer donc certains use cases pour bâtir donc des nouvelles propositions de services pour que les touristes aient une expérience digitale et revivre un petit peu ce qui se passe ou ce qui se passait avant. Les cas d'usage, vraiment, il y a une multitude, que ce soit pour le scénario B2B ou bien B2C. Donc, si je résume, il y a vraiment un bouleversement, il y a eu une accélération. Et surtout, il y avait un changement de mentalité, parce que je le répète encore une fois, le plus gros frein de la transformation digitale, c'est les mentalités. Et au moins, la pandémie, elle a pu changer ça un petit peu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a pu gagner, à mon avis, après 7 ans sur le continent africain en termes d'usage digital. Et j'espère que ça va continuer parce que l'Afrique a besoin donc d'un coup d'accélérateur au niveau des économies. L'Afrique a un potentiel parce que, comme ça a été dit par aussi tout à l'heure, c'est une population jeune qui d'ici 2050 va doubler. Donc la population va doubler d'ici 2050. C'est une énorme opportunité, mais ça peut être un fardeau aussi. Donc du coup, pour gérer tout ça, il faudra avoir le bon outil. Et le seul outil disponible maintenant, c'est ça en fait, c'est le digital. C'est le trend global. Maintenant, il faut avoir un bon mode de gouvernance pour que ça soit bien introduit au bon rythme dans chaque pays. Parce qu'il n'y a pas une formule magique. Chaque pays a son rythme. Il faudra vraiment trouver le bon dosage pour pouvoir introduire ça de façon intelligente. Très bien, restons à Tunis. Stéphane et Héloïse, je reviens vers vous parce qu'on a partagé ensemble vos observations sur les bouleversements relatifs à l'écosystème tech en Afrique. Mais vous, en tant qu'initiative Digital Africa, a connu également un certain nombre de bouleversements en interne. Aujourd'hui, vous faites peau neuve. Quand même quelques mots sur la nouvelle mouture de Digital Africa. Stéphane et Héloïse. Merci Marie-France. Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la pandémie a été aussi source d'apprentissage et de leçons pour Digital Africa. Je voudrais juste rattacher ça à ce qui vient d'être dit tout de même, avant de donner plus de détails sur ce que cette nouvelle organisation au sein de Digital Africa. C'est que je crois que la pandémie a vraiment accentué la nécessité d'une tech et d'un numérique made in Africa. Et vraiment, je tiens à saluer le travail que fait par exemple Guy
que fait Hosni sur le fait de pouvoir, il faut des contenus, Guy l'a très bien dit, il faut des contenus africains pour que le marché africain et cette jeunesse africaine puisse trouver sa place dans ce monde digital et dans ce monde très globalisé. De la même manière, il faut effectivement aussi des services, des produits adaptés, pensés par les Africains pour les Africains, adaptés aux besoins locaux. Et évidemment, ce n'est pas très loin de la question des infrastructures. Il faut aussi des infrastructures qui correspondent aux besoins des villes, des régions, des territoires africains. Donc, nous, forts de cette de cette constatation-là et de ce que j'exprimais tout à l'heure sur notre diagnostic sur le besoin des startups à l'ère du Covid, ces besoins qui vont au-delà des enjeux stricts du financement et de l'accès au financement, même si ça reste un point essentiel parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour une start-up, où qu'elle soit, et a fortiori en Afrique, puisque on sait qu'il n'y a pas toujours, j'ai envie de dire, des systèmes de soutien entrepreneuriaux aussi développés que dans d'autres régions du monde. En France, par exemple, à titre indicatif, le principal financeur d'une start-up, c'est le chômage. Donc, nous, aujourd'hui, Digital Africa, créons un outil plus pertinent au service de ces startups africaines dans l'idée de vraiment développer une tech made in Africa dont le monde a besoin parce qu'effectivement, la jeunesse africaine va représenter 30 à 40% de la population en âge de travailler d'ici 2050, donc dans très peu de temps, et que donc il faut qu'elle trouve des opportunités à sa juste mesure. Donc, nous nous rapprochons aujourd'hui de Proparco, qui est la filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé et qui gère l'investissement et tout l'investissement pour le secteur privé dans le monde et en particulier en Afrique avec son programme Choose Africa. Et ce rapprochement nous permet en fait d'agir vraiment dans un continuum d'investissement en proposant, en recréant, en ayant cette perspective d'un support système qui va depuis l'ultra-amorçage d'une start-up, depuis son idéation, quand l'idée naît et de quoi a besoin un entrepreneur quand son idée naît, comment est-ce qu'il va pouvoir commencer à expérimenter, à prototyper, à tester son produit, à tester son besoin marché, etc., jusque en gros la série A et la série B, donc toute cette phase d'amorçage que va représenter Digital Africa, que représente Digital Africa au sein du groupe AFD grâce à un continuum et grâce à une boîte à outils d'accompagnement qui va inclure la formation, la mise à disposition d'outils, de la veille de marché, des analyses de données, une amélioration du product market fit pour les startups. Et j'insiste, la tech, c'est pas qu'une affaire de novlangue. C'est pas qu'une affaire de je développe un produit, c'est vraiment une affaire de compétences, de capacité à accéder à des données pour tester des algorithmes, pour développer des solutions et des produits qui sont réellement adaptés aux besoins du continent. Donc Digital Africa a renouvelé son engagement au service des startups sur le continent à hauteur de 130 millions d'euros pour les 3 prochaines années, avec des outils qui vont donc de ce que j'appelle l'idéation et l'ultra-amorçage jusque la série B, donc jusqu'à le début, l'hypercroissance de l'entreprise et de la start-up, avec un fort focus sur la tech et le numérique au service de l'économie réelle pour faire émerger une tech made in Africa. Donc, pour ce faire, se rapproche du groupe AFD par l'intermédiaire, surtout de Proparco, de façon à créer une véritable innovation, là aussi, dans le secteur institutionnel. Je pense que ce n'est pas un secret de dire que les bailleurs de fonds internationaux sont des grosses machines très bien équipées pour financer des grosses infrastructures et des grands projets, mais dès lors qu'il s'agit de financer des petits projets et des petits tickets sur des environnements très risqués où il faut un besoin d'expertise et de compétences très particuliers, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, Digital Africa vient se positionner précisément là pour travailler avec l'ensemble de ses partenaires, donc français, mais également européens, africains et internationaux, pour permettre aux startups du continent d'accélérer et d'accélérer cette accélération numérique dont nous venons de parler tout au long de ce webinaire. Merci Stéphane-Héloïse. Hosni, un dernier mot, assez rapidement parce que nous arrivons bientôt au terme de cette émission. J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que vous attendez maintenant dans cette période post-Covid qui, on espère, s'annonce bientôt. Hosni ?
Ah oui, effectivement, on espère en tout cas que en Afrique, on va commencer à regarder un petit peu ce qui est important et ce qui n'est pas important à Adaptica. On reprend très souvent une diction de Rumi qui disait que l'art de la connaissance, c'est de savoir ce qui doit être ignoré. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, je vois encore trop d'écoles qui forment les élèves et les étudiants au métier d'hier. Donc, c'est un petit peu là où un changement de culture, où ce que Adnan parlait, c'est absolument important. L'impact de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée va avoir des répercussions assez grandes. Il faut absolument que le corps enseignant, les universités, les ministères d'éducation se mettent à la page. Après tout, vous n'entraîneriez pas vos élèves à courir plus vite que des voitures. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les entraîner à penser plus vite que des ordinateurs? L'idée, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et puis, je reprends également ce que Stéphane Héloïse et puis Adnan disaient. Donc, l'infrastructure extrêmement important et également ce que Guy disait tout à l'heure sur les investissements. J'espère que ça ne posera pas de problème sur ce que je vais dire, mais en Afrique, trop souvent, on approche les investissements en Afrique un petit peu comme on les approche dans la Silicon Valley. On jette un petit peu 50 000 $, ici et on pense que ça va marcher. Si on veut régler des maux globaux comme l'éducation, le changement climatique, la médecine, cette éjaculation précoce de la Silicon Valley ne marchera pas en Afrique. Il faut investir dans le temps et sérieusement. D'où la nécessité de créer des fonds de fonds. La Banque africaine de développement devrait s'y mettre également, créer des fonds de fonds. En France, nous avons la BPI qui finance plus de 80% des fonds d'investissement en capital risque. Au Canada, ils ont la BDC. En Afrique, il faut absolument que ce soit la Banque africaine de développement qui y aille et crée un fonds de fonds pour financer les firmes de capital risque qui, elles, vont allouer des financements aux startups. Et ainsi, on évitera un énorme drame. Et le drame que je veux absolument éviter, c'est que l'Afrique devienne une colonie digitale. Il faut que ça reste en Afrique. Voilà. Très bien. Guy, le mot de la fin pour Guy Camguin. Guy, y aura-t-il un avant, un après Covid-19 pour Star News? Oui, non, mais absolument. Je pense que ça suit notre plan de croissance, mais ça s'est un petit peu accéléré. Mais je pense que ce qui a été intéressant, et on a un petit peu parlé précédemment, c'est aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte de l'importance du digital. Et comme donc, on parle de gens très jeunes, il y a une facilité d'adaptation à ces changements-là. Et pour nous, les créateurs aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, mais particulièrement en Afrique, les créateurs aujourd'hui sont à la recherche de nouvelles options. De nouvelles options de monétisation, de distribution forcément, mais également de monétisation. Et on est, en tout cas aujourd'hui en Afrique, la plateforme qui monétise, c'est la seule plateforme de monétisation du contenu pour les créateurs africains. Donc, ça va que grandir et ça, c'est une bonne chose. Très bien. Alors, le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Je vous remercie à tous mes invités d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, Monsieur Ben Alima, notre partenaire du jour Huawei, d'avoir été présent à ce rendez-vous consacré aux startups africaines. Merci, Stéphane Héloïse, que l'on connaît bien à la Tribune Afrique. Merci beaucoup, Hosni Zawali. Très bientôt, il y aura d'ailleurs un focus sur Adaptica. Et merci Guy Camguin, dont nous suivons aussi de très près les activités. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous, un nouveau Connect 54. À très bientôt.